Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. J'ai pas pu assurer les épisodes de la semaine dernière, mais on se retrouve cette semaine pour débriefer ensemble les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine écoulée de NFL, la 15e semaine de NFL. Et oui, on s'approche déjà de la fin de la saison régulière, plus de 3 semaines. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec le flop 10 de la semaine, les 10 moins bons quarterbacks de la semaine. C'est parti pour ce flop. En 10e position de ce flop, j'ai placé Will Levis. Alors, je vous donne ses stats, 17 sur 26, 199 yards, pas de touchdown à la passe, une interception. Et il a aussi marqué un touchdown au sol. Ben oui, parce que Will Levis, c'est dommage, c'est un match qui était prenable pour les Titans. Ils avaient une avance assez confortable, une bonne avance face aux Texans qui étaient privés de CJ Stroud, et une avance qu'il a réussi à gâcher, et non seulement à se faire attraper, et ensuite il a quand même une chance en prolongation parce que les deux équipes ont eu la possession. Je crois même qu'il y a eu plusieurs punts. Il me semble que les deux équipes ont eu plusieurs possessions pour gagner ce match, et même là ça n'a pas fonctionné. Donc oui, je pense qu'on a compris du côté des Texans que c'était un peu trop DeAndre Hopkins centré cette affaire. En même temps, difficile de lui en vouloir quand on a un receveur de la qualité de DeAndre Hopkins, de se concentrer, de se focaliser un peu sur lui. Mais voilà, il y avait autre chose à faire. La ligne offensive a été un peu en difficulté également. Voilà, de toute façon, je l'ai dit, du côté des Titans, cette ligne offensive, va falloir faire quelque chose. Je pense que au niveau de la draft, on devrait se tourner a priori au premier tour vers un joueur de ligne offensive, à moins qu'on décide de monter un peu ou de descendre un petit peu. Et dans ce cas, on pourrait réfléchir à d'autres postes. Il y aura d'autres postes à améliorer un peu partout dans cette équipe des Titans qui, malgré tout, reste avec un bilan qui n'est pas fameux, malgré son exploit la semaine dernière face aux Dolphins. Donc voilà, il y a du travail à faire. Il y a quand même des bases. Will Levis fait quand même une saison plutôt encourageante, on va dire. En tout cas, meilleure peut-être que ce qu'on en attendait. D'ailleurs, il n'avait pas été nommé titulaire au début de la saison. Donc c'est qu'on a quand même des doutes sur sa capacité à performer à ce niveau-là. Voilà, ça n'a pas bien marché, mais c'est vrai que le corps de receveur, et à partir d'Andre Hopkins, c'est un peu compliqué. En plus, il est vieillissant, on l'a déjà dit, Diop. La ligne offensive est vraiment pas bonne. Donc voilà, des pistes pour les Titans pour l'année prochaine. On en reparlera d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le préciser au début de l'émission. Émission draft avec 2 podcasts où je serai accompagné normalement de 2 personnes, de Shabba que vous avez déjà entendu dans ce podcast, et de Jojo que vous n'avez pas entendu mais qui fait tous les visuels, les vignettes assez rigolotes de chaque épisode, et qui me fait aussi des tops que je peux pas encore afficher pour l'instant parce que j'ai pas mon ordinateur, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc normalement, avec ces 2 invités-là, on fera 2 émissions podcast pour faire une mock draft, tout simplement, d'évaluer un petit peu ce qui pourrait se faire à la draft. Ça devrait sortir le 28 décembre et le lendemain, du coup, 28 et 29 décembre, normalement, pour ces émissions draft. En tout cas, ce sera entre Noël et jour de l'an. Je continue mon flop 10 de la semaine. Numéro 9, j'ai placé Trevor Lawrence, 25 sur 43, 264 yards, un touchdown, pas d'interception, mais 2 fumbles perdus. Ça a été compliqué ce match. Alors d'accord, en face c'était les Ravens, mais justement c'était l'occasion pour les Jaguars, qui sont un peu dans le dur là ces derniers temps, de se montrer face à un adversaire de conférence potentiel. En tout cas un prétendant au titre. Les Ravens sont peut-être la meilleure équipe d'AFC en ce moment. Et bah non, ça a été compliqué. Alors, est-ce qu'il est encore un peu gêné par sa blessure? Certainement, peut-être. En tout cas, ça n'a pas bien marché.
Ça n'a pas bien marché. Même ses choix de passe, beaucoup des passes un peu en catastrophe. Travis Etienne, quelques-unes. Le tight end, souvent un peu en soupape de sécurité. Faut rendre hommage à cette défense des Ravens, mais Trevor Lawrence n'a pas fait un bon match. Il a perdu 2 fumbles, dont un où vraiment il prend ses jambes à son cou, il gagne du terrain, il arrive en zone rouge et il perd le ballon tout seul au lieu de slider. En fait, c'est même pas, il prend même pas un gros choc, hein, c'est juste qu'il anticipe le choc et ça lui fait pas exploser le ballon, quoi. Voilà, un bon match. Et attention pour ces Jaguars, attention parce que du coup, les, euh, les Colts et les Texans se retrouvent avec le même bilan, le même bilan dans la division, hein, enfin le même bilan général, et donc ils sont à égalité dans la division. Euh, ils sont à égalité, donc tous les trois, les Jaguars, les Titans et les Colts. Alors, les Jaguars, l'avantage, c'est qu'ils ont un calendrier qui est a priori un peu plus facile que les deux autres, notamment les deux autres qui vont jouer, je crois, en dernière semaine, puisqu'ils affrontent les Bucks, je crois, les Panthers et les Titans. Donc, au moins 2 victoires, ça devrait se jouer. Le match contre les Bucks peut être très très important la semaine prochaine. Ils sont encore en tête de cette division parce qu'ils ont un meilleur bilan, notamment ils ont battu les deux autres. Mais attention, c'est pas fini et ils pourraient peut-être perdre leur place de champion de division. La place en playoff, je pense pas parce que c'est une division quand même bien engagée, mais on sait qu'en AFC ça se joue à très très peu de choses. Donc attention, vraiment, les les Jags là sont sur une mauvaise pente et ce serait temps de remettre un peu la machine en marche face aux Buccaneers dont on parlera demain, qui eux sont dans une dynamique complètement inverse et maintenant favoris pour aller chercher la NFC Sud. Donc attention. Huitième de ce flop, j'ai placé Jalen Hurts, 17 sur 31, 143 yards, pas de touchdown à la passe, 2 interceptions. Alors, il a aussi quand même marqué 2 touchdowns au sol. Et si vous voulez, c'était un match un peu en 2 parties pour Jalen Hurts. Euh, Notamment, je l'ai trouvé très très bon à la course. Il fait 82 yards à la course, c'est son meilleur total de yards en un match de la saison. Et je vais reprocher un petit peu dans des épisodes précédents de dire oh là là, il court pas assez. C'était une grande force qu'il avait, au-delà des fameux touche-push là. Et puis on disait ouais, mais c'est pas plus mal parce que comme ça il limite les risques de blessure. D'accord, mais là on voit bien que quand il a couru, ça a fonctionné, et à la passe, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors d'accord, il était un petit peu malade. Euh, bon, en plus, vraiment, il joue de malchance parce que Drew Lock sort un drive de 92 yards dans le quatrième pour aller chercher la victoire. Ça n'arrivera pas tous les jours avec Drew Lock. Mais voilà, ça aurait dû être à l'attaque de faire en sorte de ne pas permettre aux Seahawks de revenir sur le terrain, de ne pas mettre le sort du match dans les mains de sa défense. Et l'attaque, elle n'a pas fonctionné sur ce match-là, donc j'ai presque envie de dire que c'est une défaite qui méritait pour les Eagles sur ce match. La victoire en conférence NFC, en tout cas la première place pour obtenir un premier tour bye, ça paraît très mal engagé. Et attention pour la division. Attention pour la division. Heureusement pour eux, les Cowboys ont perdu, mais ils sont toujours au même bilan, hein. Donc attention vraiment pour cette victoire de division. Vraiment, il va falloir qu'ils remettent un peu la tête à l'endroit, là, les Eagles, parce que là, c'était pas un bon match. En tout cas, offensivement, il y a très très peu de contenu, c'était compliqué. Numéro 7, je plaçais de ce septième de ce top Kyler Murray des Cardinals parce que il a tout simplement pas fait un bon match. Alors, comme je dis souvent, c'est pas le premier quarterback à pas faire un bon match face aux Niners déjà, mais et encore, on s'en tire pas mal en début de match parce que les Niners notamment ratent pas mal de plaquages, donc il y a du yard après contact qui se fait, ce qui me permet un peu d'avancer, notamment sur la première série du match qui se conclut par un touchdown de James Conner. Oui, voilà, il finit à 26 sur 39, 211 yards, un touchdown, 2 interceptions. En fait, il nous a fait sa meilleure imitation de Josh Dobbs, le talent en plus. C'est-à-dire que ça a été
Trey McBride, Trey McBride, Trey McBride, Trey McBride, Trey McBride, Trey McBride. Jusque dans le quatrième quart, et on pourrait même dire jusque dans le garbage time, les trois receveurs principaux de l'équipe, que sont, en tout cas depuis le retour de Kyler Murray, que sont Marquise Brown, Michael Wilson, qui pour une fois était en forme et aligné, et Greg Dortch, jusqu'au milieu du quatrième quart-temps, ils sont à 0 target, 0 cible. C'est-à-dire même pas 0 réception, 0 cible. Il rate un touchdown pour Michael Wilson, où bon, avec un petit effort, il aurait pu faire un joli catch en red zone, mais en end zone, pardon, mais la passe est mal dosée. Voilà, comme je dis, c'est pas le premier quarterback à se planter contre les Niners, mais c'est pas possible. Cette équipe, elle peut pas être aussi unidimensionnelle. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont compris que ça allait être que Trey McBride, quoi. Alors, on a vu un tout petit peu Rondale Moore en sortie de backfield. On a vu James Conner faire un match très intéressant. Le match au sol a été très intéressant. Ce qui n'était pas cadeau non plus face à la défense des Niners. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais Kyler Murray, là, il a pas été bon. Il n'a pas été aidé par ses receveurs. Marquise Brown, il faut arrêter de le faire jouer en receveur extérieur. Mettez-le-moi dans le slot, ce n'est pas DeAndre Hopkins. Il va vraiment falloir comprendre ça un jour. D'ailleurs, je regardais un petit peu en préparant l'émission de draft, je regardais un peu la liste des joueurs qui seront free agent, agents libres en fin de saison, et Marquise Brown y est. Alors, est-ce qu'on va vouloir prolonger Marquise Brown ? Je suis pas sûr. On en reparlera, ça dépendra aussi de ce qu'on fait à la draft et à la free agency, mais je suis pas entièrement convaincu que Marquise Brown, avec le rendement qui est le sien ces derniers temps, soit prolongé, même si a priori c'est le BFF de Kyler Murray. Donc si on construit autour de Kyler Murray, on va essayer de lui donner un peu des garanties et de l'écouter, en tout cas s'il demande à l'avoir. C'était ce qu'il avait fait avec Paris Johnson, par exemple, le tackle qu'on a drafté cette saison, c'était une demande de Kyler Murray. Donc bon, mais en même temps, c'est pas lui qui est GM, hein, donc voilà, Marquise Brown, faut qu'il soit meilleur et faut qu'il soit mieux utilisé que ça. C'est pas possible de continuer à l'aligner, à lui faire des tracés tout droits verticaux de 40 yards. Là, non. Marquise Brown n'est pas DeAndre Hopkins, il va falloir le comprendre un jour. Donc voilà, trop unidimensionnel. Quitte à t'es en galère parce qu'en face c'est une très bonne défense, et tente des petites choses justement avec des tracés cross, des tracés slant de Marquise Brown, des trucs un petit peu plus courts, mais tu ne peux pas avoir aucun de tes trois receveurs principaux ciblés jusqu'au milieu du quatrième quart, c'est pas possible. Tout excellent que soit Trey McBride, et je suis très content de sa saison, mais cette attaque doit être beaucoup plus tournée vers beaucoup plus variée, hein, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, receveur, c'est une des grosses pistes, hein, pour les Cardinals, évidemment, pour l'année prochaine et pour la draft à venir, on en reparlera. Numéro 6 de ce flop 10 de la semaine, excusez-moi, j'ai placé Mitch Trubisky. 16 sur 23, 169 yards, un touchdown, 2 interceptions, plus un touchdown au sol pour le quarterback des Steelers. En fait, ouais, depuis qu'il a repris un peu la suite de Kenny Pickett, là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a eu cette défaite face aux Cards, et là, il y a ce match très, très moche, hein, face aux Colts, où on disait c'était quand même pratiquement à 50-50. En tout cas, voilà, ils ont quand même un bilan positif. Ils étaient en passe de bien figurer pour se qualifier pour les playoffs. C'est pas foutu parce que le bilan reste ce qu'il est, mais au niveau du contenu, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, il était benché, hein, Mitch Trubisky. Excusez-moi, vous allez entendre des vibrations. J'ai oublié de couper mon téléphone, c'est pas grave. Donc, oui, il a été annoncé benché, hein. C'est Rudolph, je crois, qui commencera la semaine prochaine. Voilà, il était temps de changer. On se rend compte quand même que Kenny Pickett n'était pas si mauvais que ça, parce que Mitch Trubisky, c'est bien pire. Je ne sais pas ce qu'on va faire de côté des Steelers. Il y a plusieurs pistes.
Pourquoi pas quarterback? Je lance ça là comme ça. Je sais pas. Peut-être qu'une équipe un peu en galère de quarterback, mais qui est pas forcément bien placée pour aller en chercher un à la draft, pourrait être tenté de récupérer un Kenny Pickett, par exemple. J'exclus pas complètement cette possibilité. Parce que là, le contenu, en tout cas, quoi qu'il en soit, va falloir trouver un meilleur QB2 que Mitch Trubisky parce que c'est pas possible, quoi. On ne peut pas tout imputer à l'attaque, au coordinateur offensif qui a été renvoyé, Matt Canada, parce que voilà, c'est c'est assez comment dire, apathique, quoi. Ouais, il ne se passe pas grand-chose dans cette attaque des Steelers. Numéro 5 de ce flop, j'ai placé Dak Prescott, 21 sur 34, 134 yards, pas de touchdown, une interception. Quel match compliqué, quel match compliqué. Il vient certainement de dire adieu au titre de MVP. Alors ça bouge très très vite, hein, parce que moi j'en fais mon favori il y a encore 15 jours, 3 semaines. Alors, j'en faisais pas mon favori personnellement si c'est moi qui devais choisir, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi si c'est moi qui devais choisir, ça se jouerait entre Christian McCaffrey et Tyreek Hill. D'ailleurs, Brock Purdy lui-même a dit que ça devrait être Christian McCaffrey. Bon, mais j'en faisais mon favori au niveau des quarterbacks, parce qu'on avait vu les Cowboys dominer les Eagles, et on avait vu que voilà, Dak Prescott faisait quand même une saison très solide. Le problème, c'est que perdre ce genre de match coup près face à un gros adversaire, et surtout en fin de saison, ça reste dans la tête des votants. Donc il a peut-être dit adieu à ce titre de MVP. En tout cas, le match, pour revenir sur des choses un peu plus, on va dire, prosaïques et importantes, pas un bon match du tout. Ils ont été dominés des deux côtés du ballon. Les Cowboys, voilà, CeeDee Lamb est toujours là, mais il y a un peu que ça. Le jeu de course fonctionne pas. Et donc voilà, il faut que Dak Prescott soit extraordinaire pour porter cette équipe. Il n'a pas été sur ce match. Alors encore une fois, c'est pas le premier à se planter face à la défense des Bills, mais c'est ce genre de match-là qu'on attend qu'il remporte et qui inquiète parce que les Cowboys, on sait que ça tourne en saison régulière, on sait qu'ils seront en playoff. Mais le problème, c'est qu'en playoff, des adversaires du standing des Bills, il n'y a que ça. Donc il va falloir faire quelque chose pour éviter que ce soit une nouvelle désillusion, toujours au même stade des playoffs pour les Cowboys. Numéro 4, j'ai placé Justin Fields à 19 sur 40, 166 yards, un touchdown, 2 interceptions. Attention, parce que c'est pareil, ils ont réussi à perdre ce match qui était imperdable. Bon, alors il y a un drop, c'est. Comment il s'appelle cette andouille Claypool. Je crois que c'est Chase Claypool qui relâche cet Ave Maria. En fait, il y a une Ave Maria en dernier jeu du match, hein, pour les Bears qui sont menés. Et le ballon est dévié, et lui, il est par terre, il est allongé au sol, il a le ballon qui lui arrive là, et il le relâche. Donc c'est sûr que s'il le prend, l'issue n'est pas la même, et on juge peut-être un peu différemment du match, mais ma foi, c'est comme ça que ça s'est terminé, et Justin Fields, voilà, même pas 50% de réussite à la passe, n'a pas fait un bon match. Encore une fois, c'est pas le premier à se planter face à la défense des Browns, mais attention, parce que moi je suis un grand défenseur de Justin Fields, et je l'ai dit, je pense que les Bears devraient faire autre chose que de drafter un quarterback l'année prochaine. Mais attention, parce que le coaching staff va sûrement changer. On sait que quand le coaching staff, excusez-moi, change, ils ont souvent envie d'emmener un nouveau quarterback. Ils auront le premier choix puisqu'ils ont le choix des Panthers. Attention. Il avait un peu éteint le débat là, parce que alors, ça change très vite, hein. Il y a, allez, on va dire un mois, c'était sûr. On lisait les mock drafts, c'était quarterback. Justin Fields s'est mis à faire des bons matchs, des bonnes prestations, notamment face aux Lions. Ah bah non, bah finalement peut-être pas. Puis là, il refait un mauvais match. Alors je relisais les mock drafts. Ah bah finalement quarterback. J'espère qu'on n'est pas aussi, on réagit pas autant à brûle pour point du côté
des scouts et du côté du front office, parce que non, c'est les montagnes russes. Hein. Mais attention quand même, c'est une possibilité. Je pense qu'ils auraient raison de faire confiance à Justin Fields. Ils pourraient aussi l'échanger. J'ai parlé tout à l'heure Kenny Pickett. Clairement, Justin Fields, c'est mieux que Kenny Pickett. Donc, si une équipe a envie de l'échanger, bah, peut-être qu'ils pourraient tenter de prendre un nouveau quarterback et d'envoyer Justin Fields dans une nouvelle équipe. On verra. Même si, a priori, ses prestations, en tout cas, ne lui permettront d'assurer une place de titulaire l'année prochaine. Normalement, il n'y aura pas de souci. Un autre quarterback qui me paraissait avoir sa position un peu assurée, puis pareil, je lis des choses un peu divergentes. Alors, bon, encore une fois, moi je trouve que c'est un peu prématuré de réagir aussi vite, et moi je le garderai l'année prochaine. Mais en tout cas, il n'a pas fait un bon match du tout cette semaine, c'est Samuel. Samuel des Commanders, 11 sur 26, 102 yards, un touchdown, une interception. Il a même été remplacé par Jacoby Brissett qui a fait un super match. En tout cas, une bonne rentrée. Il a remis les Commanders pratiquement dans le coup sur cette fin de match. C'est dommage parce que le match-up était plutôt favorable. Moi, je m'attendais à une explosion de points des deux côtés. Je pensais que les Rams, quand même, allaient s'imposer, mais je m'attendais vraiment à un truc du genre 38-30, quoi. Enfin, voilà, avec des touchdowns de deux côtés. La défense aérienne des Commanders étant assez catastrophique, la défense aérienne des Rams et la capacité de frappe des Commanders sur le jeu aérien étant aussi voilà, d'un bon niveau. Mais non, bah voilà, il a pas été bon, il s'est retrouvé benché, voilà, ça arrive. Et pour lui aussi, je dis attention, parce que déjà, Brissett a été bon. Et là aussi, je regarde les mock drafts, je vois des quarterbacks. Alors bon, je pense quand même qu'on va se calmer un petit peu. Samuel, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça restait jusqu'à encore il y a très peu de temps le quarterback de ligue qui avait le plus de yards à la passe cette saison. Donc, voilà, c'est quand même pas anodin, et d'autant que c'est le quarterback le plus saqué de la ligue. Donc, pour moi, l'investissement majeur à faire du côté des Commanders, c'est la ligne offensive. Hein, c'est pas le quarterback. Mais bon, attention en tout cas, et match, ouais, voilà, complètement à côté de la plaque. Au-delà de cette interception, il y a vraiment, ça n'avançait pas, quoi. Hein, j'ai redit, il complète 11 passes pour 102 yards, donc ça fait quand même un peu plus de 10 yards par passe. Donc voilà, ça montre quand même la capacité de frappe lointaine je voulais une bêtise d'ailleurs, ça fait pas 10 yards, ça fait un petit peu moins. Bon, bref. Ça montre quand même une capacité de frappe assez au moins intermédiaire ou lointaine. C'est pas que des petites screen passes, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, à côté de ça, il complète moins de 50% de ses passes. Face à une défense des Rams qui n'est pas la défense la plus terrifiante de la ligue, entendons-le bien. Donc voilà, ils passent à côté, ils vont avoir un mauvais bilan, ils sont à 4 victoires actuellement, donc ils auront un très haut choix de draft. Attention pour Samuel. Et numéro 1 de ce flop, bah, vous en doutez un petit peu avec le titre, hein. De toute façon ça commence à être un peu le running gag de la chaîne. J'ai placé les New York Jets. Voilà. J'ai même pas envie de placer un quarterback en particulier, puisque les deux ont été cata. Les New York Jets, donc je vous donne quand même leur stats individuellement. Zach Wilson, 4 sur 11, 26 yards. Un fumble perdu qui est retourné en plus. Alors je crois que c'est pas pour un touchdown directement, mais en gros les Dolphins se font arrêter du coup à 1 yard et derrière ils marquent. Trevor Siemian, 14 sur 26, 110 yards, pas de touchdown évidemment, puisqu'ils finissent à 0 points, 2 interceptions, un fumble perdu. Est-ce qu'on passe du temps vraiment à discuter de la qualité des quarterbacks des Jets? Alors, Zach Wilson a montré que par bribes, il savait peut-être de temps en temps faire un petit truc. Donc, il a peut-être assuré une place de numéro 2 quelque part, et encore. Mais le problème, au-delà des quarterbacks qui sont évidemment pas bons, c'est cette ligne offensive. Cette ligne offensive, ils ont mangé sac sur sac sur sac sur sac, et ça a fini avec 2 fumbles perdus. Et je dis ça parce que on est toujours un peu compliqué de juger de la saison des Jets, dans la mesure où évidemment ils ont perdu Aaron Rodgers après 3 jeux dans le premier match de la saison. Donc
on se dit toujours qu'est-ce que ça aurait été avec Aaron Rodgers. Le problème, c'est que Aaron Rodgers, tout Aaron Rodgers qu'il soit, il a 40 ans. Il revient d'une rupture du tendon d'Achille. Donc, s'il revient début de saison prochaine, a priori, il devrait être remis, en tout cas d'un point de vue médical. Mais il a quand même 40 ans. Voilà. Et qu'il ait 40 ans, ou d'ailleurs même s'il en avait 25, j'aurais un peu le même constat, mais encore plus à son âge. Et après cette grosse blessure-là, on ne peut pas laisser un quarterback star comme Aaron Rodgers sans merci face au D-line adverse, tellement cette ligne offensive est pitoyable. Ils se font bouffer, mais dans tous les sens. Donc eux, alors à la draft, je réfléchis même pas, un Jets, quelle que soit la position, où que vous soyez 4e, 7e, 12e, je sais pas, c'est un tackle offensif. Là, c'est plus possible. Il faut un tackle offensif de qualité pour protéger, que ce soit Aaron Rodgers ou un autre. Je ne sais pas si on va souhaiter qu'il soit là, qu'il ne se reblesse pas, mais il faut protéger les quarterbacks. Bon, alors je dis pas qu'ils auraient gagné avec une meilleure ligne offensive, puisqu'ils marquent quand même 0 points à la fin. Les Dolphins en face ont fait le match qu'il fallait. Mais non, c'est pas possible d'avoir une ligne autant à la ramasse que ça. C'est pas possible. Ils se font bouffer dans tous les sens du terme, et à l'intérieur, à l'extérieur, en bull rush, en spin move, en vitesse. Ils se font prendre partout. Non, cette ligne à la ramasse, elle semble peut-être aussi un peu démobilisée. Voilà. Moi, j'espère que le coach va pas sauver sa place avec l'argument du mais j'avais pas Aaron Rodgers. Ce serait bien un changement de coach aussi, j'ai l'impression, parce que je sais pas, Robert Saleh, il arrivait quand même à faire fonctionner une défense l'année dernière, ou alors il faudrait en tout cas mieux s'entourer, parce que le problème aussi, c'est que, mais lui, on sait qu'il bougera pas, Nathaniel Hackett, il est sans solution, et on voit bien qu'il est venu parce que c'est le copain d'Aaron Rodgers. Donc Aaron Rodgers va sûrement vouloir le garder. Je ne sais pas, il y aura peut-être un changement à faire au niveau du coaching staff, parce que ok, d'accord, la saison, difficile de juger parce qu'il n'y a plus le quarterback, mais regardez ce que font les Browns. Ils n'ont plus de quarterback non plus. J'aurais presque envie de dire qu'ils en ont jamais eu, puisque ils n'avaient pas de quarterback cette saison titulaire, je le rappelle. Donc, de quarterback humain et digne d'être appelé ainsi. Mais je crois qu'ils ont 4 quarterbacks différents qui startent cette année, les Browns, et regardez ce qu'ils font, ils vont être en playoff, donc certainement. Donc on peut pas tout remettre sur la faute. Et puis l'an dernier, Zach Wilson, excusez-moi, tout Zach Wilson qu'il était, alors il n'a pas joué tous les matchs, mais il a quand même fini avec un bilan où ils étaient pas si loin des playoffs. Donc il y a des questions à se poser, mais en tout cas, la première question à se poser, c'est quel tackle offensif on prendra à la draft. Ça me paraît, à la draft ou à la free agency, mais ça me paraît l'importance majeure et l'axe de progrès majeur pour cette attaque des Jets. Et voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode de Franchise QB. Je vous remercie à tous.